Bonjour, bienvenue à cette conférence sur l'histoire du théâtre des Antilles françaises. Je remercie nos amis de Prague pour l'opportunité de cette rencontre, pour l'opportunité de ce dialogue interculturel entre donc, la République tchèque et les Antilles françaises. Alors je vais vous parler durant cette conférence de l'histoire du théâtre dans les Antilles françaises, de l'histoire d'une pratique, mais également d'une réception, d'un art dramatique qui, que l'on associe généralement à la deuxième moitié dont on associe en tout cas, dont on fait remonter la naissance à la première, à la fin de la première moitié du XXe siècle. Or, il se trouve qu'il est tout à fait possible de retracer une généalogie de la réception théâtrale aux Antilles, une généalogie des pratiques dramatiques dans les Antilles françaises, et cela dès le XVIIIe siècle. Donc ce que nous allons faire, nous allons procéder par étapes chronologiques. Nous allons remonter le fil de l'histoire du XVIIIe siècle aux années 1990, afin de tenter de voir comment se met en place, quelque part, une cohérence des formes, une cohérence des thématiques, et comment, à partir du XXe siècle, le théâtre que nous allons retrouver sur les scènes antillaises, dans les textes, va progressivement afficher une identité formelle spécifique. Les premières formes théâtrales qui s'identifient dans les colonies françaises sont naturellement rattachées au cadre socio-économique de la plantation, de la colonisation. Un théâtre français, dans ces colonies lointaines, dont le schème moteur s'avère être l'imitation des canons esthétiques en vigueur dans la métropole. Le théâtre qui fait son apparition dans ces colonies fait office à la fois de divertissement, mais également de rempart contre la dissolution des mœurs des jeunes colons. L'ethnologue, l'ethnomusicologue Jacqueline Rosemin explique qu'en Martinique, l'activité théâtrale se développe rapidement grâce aux riches commerçants de Saint-Pierre, alors capitale intellectuelle, artistique et culturelle des Antilles, à partir des années 1750. Deux troupes théâtrales vont se succéder à partir du milieu de ce XVIIIe siècle et tentent de promouvoir une activité artistique à Saint-Pierre. On trouve trace, d'ailleurs, de la représentation de quelques spectacles d'opéra et de théâtre durant ces premières décennies, on va dire entre 1760 et 1780. On va retrouver des titres tels que La gageure imprévue, ou encore L'anglais à Bordeaux, Les fausses infidélités, La pupille, Le barbier de Séville, les souliers mordorés, La servante maîtresse, des opéras, ou du moins des opéras comiques, qui ont la faveur du public pierrotin. Bien plus tard, Moreau de Sainte-Méry, avocat et historien, dans ses notes rédigées à la fin des années 1780, note l'existence d'une salle de 340 places à Fort-Royal, accueillant quelques spectacles du même type qu'à Saint-Pierre. Il semble qu'en Guadeloupe, on ne puisse déceler une attraction pour l'art dramatique aussi semblable dans ces décennies 1750-1770, bien que cette colonie dispose de 2 salles permanentes, à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre, ainsi qu'une autre plus épisodique au Moule. Quelques opérettes s'y jouent de manière irrégulière, telles que la fête de la Rosière, la Mélomanie, la Belle Arsène ou Zébir et Azor, qui sont quelques titres d'opéra que l'on va retrouver, qui vont se jouer donc, en Guadeloupe.
En dépit des difficultés financières réelles, l'activité théâtrale connut un coup d'accélérateur à la fin du XVIIIe siècle. En effet, les premiers bâtiments s'édifièrent alors, répliques des théâtrales italiennes. Ces édifices représentaient des lieux d'exhibition sociale. En 1780, se bâtit à Pointe-à-Pitre le premier théâtre à dominance française. En décembre 1786, fut inauguré un théâtre à Saint-Pierre, imité de la Comédie Française, de loin le théâtre le plus élaboré dans le Nouveau Monde en cette fin de siècle. On va retrouver, donc, concernant la programmation de ces théâtres, des articles de presse, des coupures annonçant les spectacles. C'est particulièrement le cas dans l'hebdomadaire La Gazette de Martinique, qui annonce les spectacles suivants. Le 24 juillet 1788, je cite, donc, Le Corsaire, opéra de Day-Lérac, puis le ballet pantomime, La Chercheuse d'Esprit, à l'instar du Grand Opéra de Paris, ou encore l'annonce du 7 août 1788, Les Souliers Mordorés, spectacle Les Souliers Mordorés, puis L'Héroïne américaine, pantomime en 3 actes, à grand spectacle de M. Arnould, remise au théâtre par M. Francis Key, etc. Et vous allez retrouver comme ça, à la fin du siècle, toute une série d'annonces qui traduit une activité très dense, une activité théâtrale très dense à Saint-Pierre. Dans la première moitié du XIXe siècle, cette activité sera aussi riche, aussi dense tout au long de la décennie 80 jusqu'à la Révolution française et ses troubles qui viendront donner un coup d'arrêt. Dans la première moitié du 19e, malgré l'intérêt de quelques troupes, dont celle dirigée par César Ribier, qui fut un grand homme de théâtre du 19e, qui a dirigé un certain nombre de théâtres français, dont le théâtre de la Gaîté ou de la Porte Saint-Martin à Paris, et qui va s'établir à Saint-Pierre avant de partir pour Saint-Domingue. Donc malgré l'intérêt de ces quelques troupes, la vitalité du chant théâtral et artistique s'essouffle considérablement. Toutefois, et ça il est important de le souligner, à la veille de la Révolution, de l'abolition de l'esclavage en 1848, on dénombre 4 théâtres aux Antilles françaises. En Guadeloupe, le théâtre de Pointe-à-Pitre et un petit théâtre à Basse-Terre construit en 1830. En Martinique, le théâtre de Saint-Pierre et le théâtre de Fort-Royal. Cette première période d'épanouissement de l'art théâtral aux Antilles s'apparente à une époque de fondation, surtout architecturale. C'est bien ce point, autant que le goût du public de cette période, qui retient l'attention. L'opéra et l'opéra comique sont de très loin les genres qui eurent les faveurs des publics, probablement à la faveur de l'hétérogénéité formelle de ces spectacles, conjuguant spectacle, musique et danse. Le divertissement et la pulsion mimétique caractérisaient fort bien les moteurs de cette première synchronie de l'histoire du théâtre aux Antilles. Alors cette première période, donc de 1750-1760 à 1848, à cette première période va succéder une deuxième, un peu plus intéressante sur le plan du contenu, parce qu'elle sera, cette deuxième période de l'histoire du théâtre, donc de 1850 à 1930, le théâtre de deux événements. Le théâtre de deux faits majeurs. Un premier, une programmation théâtrale conçue donc dans la continuité idéologique et esthétique du siècle dernier. Ça, c'est le premier fait d'importance. Et deuxième fait, c'est l'émergence des premières formes théâtrales créolophones.
Cette deuxième moitié du 19e siècle, donc à partir, vraiment après, dans le sillage de l'abolition de l'esclavage de 1848, coïncide avec un renouveau notable de la vie théâtrale à la Martinique et en Guadeloupe. Les 4 théâtres des Antilles retrouvent une activité régulière. Concernant les formes dramatiques dominantes, si la fin du 18e, comme nous l'avons noté, avait été marquée par une domination de l'opéra, particulièrement de l'opéra comique, la deuxième moitié du 19e sera avant tout la période du vaudeville. Du vaudeville, un peu à l'image de ceux qui... un peu à l'image de la domination du vaudeville sur les scènes parisiennes. La consécration du vaudeville dans les programmes de théâtre de Martinique et de Guadeloupe est bien le signe de la poursuite de la quête du mimétisme esthétique déjà au fondement du théâtre colonial du XVIIIe. D'accord, on va, comme pour la période précédente, retrouver dans les différents journaux de l'époque des annonces qui rendent compte de la tenue de spectacles, qui invitent donc, les spectateurs à tel ou tel spectacle, etc. Le deuxième fait, comme je le rappelais, qui emblématise cette période et qui la rend et qui comment dire, participe à son originalité, c'est à partir de 1848. Le deuxième fait, c'est bien l'émergence d'un premier corpus de quelques pièces créolophones. Donc le 19e siècle va voir concomitamment l'émergence de 2 événements. Sur le plan de l'histoire sociale et politique, c'est l'abolition de l'esclavage, mais sur le plan de l'histoire théâtrale, c'est l'émergence de cette expression dramatique créolophone. Une première forme, les prodromes de théâtre créolophone. Pendant qu'à Paris, 2 dramaturges blancs créoles, Julien de Maillan et Philippe Pinel du Manoir, illustrent sur scène, dans le genre du mélodrame, la problématique et leur vision du préjugé de couleur, notamment dans les pièces L'esclave André en 1837 ou Docteur Noir de 1846. Aux Antilles, un répertoire nouveau voit le jour. Les Blancs créoles en Martinique et en Guadeloupe initièrent ainsi l'aventure d'un théâtre créolophone. C'est le cas des comédies et opéras populaires du fabuliste Paul Boudot, dit Fondoc, qui signe l'épanouissement, le premier épanouissement de pièces créolophones. Donc de 1850 à 1870, Paul Boudot écrira des pièces qui seront jouées un peu partout en Guadeloupe, dont Fondoc et Thérèse, joué pour la première fois en 1856, Procès Codaïne, ou encore Monsieur et Madame Fondoc. L'opéra comique Fondoc et Thérèse, adapté de l'opéra de Jean-Jacques Rousseau, du Devin du village, met en scène 4 personnages autour d'une intrigue amoureuse entre Fondoc, personnage emblématique de l'œuvre de Paul Boudot, et Thérèse, cette dernière reprochant à Fondoc son infidélité. Cette intrigue amoureuse qui structure l'action dramatique est sous-tendue par une approche, un questionnement du thème de la promotion sociale dans la foulée donc, de l'abolition de l'esclavage, au lendemain de l'abolition de l'esclavage. La Martinique n'est pas en reste non plus, puisqu'à Saint-Pierre, une dynamique similaire se mettait également en place. L'écrivain blanc créole né à la Martinique, Xavier Emma, en apporte le témoignage dans un article publié aux alentours des années 50. Il dit ceci, je le cite,
Le théâtre de Saint-Pierre ne vit pas seulement des importations de France en pièces et en acteurs. De ci, de là, quelques écrivains indigènes produisent ces œuvres au feu de la rampe. Peu de temps avant mon départ de la Martinique, on répétait une charmante pièce de mon ami M. de Ménard, rédacteur du Courrier de la Martinique. Le sujet qu'avait choisi M. de Ménard était puisé dans les chroniques locales et refermait les éléments de son succès, d'un beau succès. Fin de citation. Il s'agira en fait d'une pièce qui s'intitule Le Prince de Modène ou la Martinique en 1748 et qui sera jouée à Saint-Pierre en 1847. Dans la première moitié du XXe siècle, un auteur poursuivit notablement son travail en marge du théâtre d'imitation qui continuait, qui prospérait aux Antilles. On va retrouver, ou bien se signale, l'œuvre théâtrale du Guadeloupéen Gilbert de Chambertrand. Celui-ci, en 1917, est l'auteur en 1917-1918, est l'auteur de 3 pièces, L'honneur de mon voisin, Les méfaits d'Athénaïs et Le prix du sacrifice. Ces 3 pièces seront représentées avec succès au théâtre municipal, au théâtre situé à Pointe-à-Pitre. Il s'agit de 3 comédies de mœurs, satire sociale, qui vont dépeindre l'univers bourgeois et urbain de Pointe-à-Pitre. Ces comédies se singularisent sur le plan de la forme par une alternance dans les dialogues entre le créole et le français. Elles dépeignent, in fine, la vie en Guadeloupe, la vie sociale en ce début du XXe siècle, en mettant en scène des personnages appartenant à la société guadeloupéenne, tels les personnages de domestiques, les personnages de Noirs, donc les anciens esclaves, de domestiques, et donc de Jean ou d'Augustine, dans L'honneur de mon voisin. Cette deuxième étape, cette deuxième synchronie de l'histoire antillaise, l'histoire théâtrale antillaise, aura pour principal intérêt de voir naître les premières expressions dramatiques véritablement enracinées dans la trame vivante de l'expérience collective, si je peux me permettre cette expression de Jean Duvigneau, plus soucieuses de leur environnement social, culturel, linguistique. Et ces pièces traduiront dans les textes la complexité des sociétés antillaises de l'époque. Les textes, la complexité des sociétés antillaises de l'époque, en dépit de postulats idéologiques, il faut bien le placer et le dire, traduisant leur habitus dans le champ social et le relative qualité dramaturgique intrinsèque. Les questions posées par ces textes, des textes rattachés à des textes et spectacles, rattachés à la comédie sociale ou à la comédie de mœurs, ne visaient pas qu'à divertir les publics. Très diversifiés, se pressant aux représentations. Les problématiques de la lutte des classes à la suite de l'abolition de l'esclavage ou du préjugé de couleur exprimaient le vertige que représentait l'abolition ici, conséquences sur le plan social et politique. La troisième étape synchronie aux périodes significatives de l'histoire théâtrale aux Antilles coïncide à l'émergence de la négritude, particulièrement d'un homme, Aimé Césaire, dont le rôle dans cette histoire esthétique est fondateur. Il faut dire que cette époque, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, va marquer un moment important pour cette histoire, dans la mesure où les reconfigurations qui vont alors se faire jour dans le champ théâtral français, l'émergence des avant-gardes, du nouveau théâtre, Beckett, Ionesco, Genet, etc., au cœur d'une époque charnière sur le plan politique, avec les décolonisations ou encore la départementalisation pour les anciennes colonies que sont la Martinique et la Guadeloupe, auront des conséquences majeures sur la définition de la nature et de la fonction de l'art
théâtrale aux Antilles. Alors le premier point, on va le dire ainsi, cette première facette qui va spécifier la période qui s'ouvre à partir des années à la fin de la guerre, c'est le retour, en tout cas l'intérêt pour le tragique. En effet, il est intéressant de constater que, hormis Aimé Césaire, qui publie en 1946 Et les chiens se taisaient, Édouard Glissant, France Fanon ou Kateb Yassine pour l'Algérie s'essayent à l'écriture tragique. A contrario du mouvement de retour du tragique dans le théâtre français, qui va passer par la farce et la parodie dans le théâtre de l'absurde, la renaissance du tragique sur la scène d'expression française, sur les scènes antillaises, ça rime à l'urgence des défis politiques à relever. Alors on peut citer, c'est vrai que ces pièces qui illustrent d'un tropisme particulier vers le tragique. Il y a donc, j'ai cité Les chiens se taisaient de 1946, mais on va retrouver les tragédies non publiées d'Édouard Glissant, écrites entre 1952 ou 1954, de même les notes d'Édouard Glissant qu'il rédige à la même époque concernant dans la revue Les Lettres Nouvelles, et qui attestent de son intérêt pour le tragique. On va également retrouver donc les pièces du jeune France Fanon qui dès les années 42-43, après sa démobilisation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'intéresse au théâtre. Il va écrire donc 3 pièces qui sont des pièces inédites. Donc il y a déjà ce premier élan, en tout cas ce premier élan textuel pour des questions liées au tragique. Donc dès ces périodes, l'émergence de ces premières tragédies caribéennes, antillaises, signe l'avènement de la scène francophone à Paris, qui s'arrime à cette dynamique de renaissance de la tragédie d'expression française. À partir de l'histoire, à partir des drames de l'histoire, à partir de l'urgence politique, va se renouveler dans ce premier corpus, une tragédie d'essence politique. Le deuxième point de cette troisième période, de cette troisième étape de l'histoire aux Antilles, intervient dans le sillage, ou intervient avec la grande pièce d'Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Cette rencontre de la tragédie avec les enjeux de la colonisation pour les sociétés dominées au détour des années 60 trouvera son espace d'expression au travers de la tragédie du roi Christophe, publiée en 1963. Si Et les chiens se taisaient avait renoué avec les fils d'un tragique chilien en réactivant une dramaturgie de latence, la seconde pièce de Césaire sera déterminante dans l'orientation esthétique du théâtre du théâtre antillais, en consacrant une articulation entre tragédie et histoire, singulièrement l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Légitimant la figure du héros historique comme détentrice de signification tragique, cette pièce formula en même temps les grands schèmes d'écriture de la tragédie historique et son intrinsèque finalité politique. Et il est vrai que cette pièce aura une influence structurante sur l'histoire du théâtre, autant du point de vue dramaturgique, dans la mesure où elle va mettre en place ces grands schèmes qui participeront à la définition en tout cas dans les années 60, du théâtre antillais, tel que la construction du héros historique, par exemple,
le retour vers l'histoire pour pouvoir formaliser un sujet dramatique, la question de l'épique au théâtre et même la fonction, donc la fonction du théâtre, sa mission civique, sa mission sociale et sa mission politique. À la suite de ces ères, dans les années 60, le théâtre antillais va s'engager en faveur du combat pour l'émancipation et la conscientisation populaire. Les voies tracées par le théâtre de Césaire constitueront les chaînes structurelles du théâtre antillais. Le rapport à l'histoire, comme je disais, une esthétique dramatique puisée au cœur de l'oralité, une finalité politique et populaire du théâtre. La quatrième période, aux alentours des années 1970-1990, ce qui se cristallisera par la problématique du théâtre populaire. La quatrième période est une période qui va coïncider avec l'efflorescence de tentatives associées de près ou de loin au théâtre populaire. La création du CERMAC et du Festival de Fort-de-France par Aimé Césaire dans les années 73-75, la publication de la réflexion d'Édouard Glissant, Théâtre Conscience du Peuple, en 71, vont s'accompagner de tentatives artistiques diverses. Trois veines, on va dire, trois veines vont articuler ce mouvement, du moins cette nébuleuse associée au théâtre populaire. Il y a donc une première veine qui s'écrit véritablement dans le sillage idéologique et esthétique de la tragédie du roi Christophe. C'est le théâtre historique qui devient moyen de relire le passé, de se le réapproprier, et surtout qui consiste à mettre en scène véritablement des héros issus de l'histoire caribéenne. Alors on va retrouver toutes les pièces qu'on le classe dans le théâtre révolutionnaire, donc de ce théâtre qui réécrit l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue, mais pas que, l'ensemble du corpus qui va interroger l'histoire et qui va tenter de jouer sur les pouvoirs de l'identification en actualisant sur scène des héros caribéens. La deuxième veine sera portée par un certain nombre de compagnies théâtrales autour de la langue créole et de la culture créole, et autour d'un jeu d'acteurs enraciné donc dans cette oralité. C'est notamment le cas du théâtre du Cyclone, fondé en 1972 par Arthur Lewis, ou le théâtre du Volcan, fondé en 1976 par Alex Nabis en Guadeloupe. En Martinique, c'est la création donc, du TPR, Théâtre Populaire Martiniquais, par Henri Melon, et plus tard de la compagnie du Théâtre Larry, créée en 1983 par José Alpha. Ces expériences artistiques, très engagées dans la revendication politique et identitaire, sont le produit souvent de créations collectives fondées sur l'improvisation. Les metteurs en scène privilégient un travail sur la gestuelle, les mouvements du corps, les mimiques, et les auteurs, particulièrement Henri Melon, vont chercher donc leurs sujets dans la vie quotidienne. La troisième veine, enfin, de ce mouvement de théâtre populaire aux Antilles est constituée dans les années 80-90 par les nombreuses comédies de mœurs satiriques en langue créole ou en français, ou en langue française, qui dénoncent, en les déformant, les travers des sociétés antillaises contemporaines.
En Guadeloupe, on va retrouver les créations de la troupe de José Gianidier, TTC plus Bacchanal, et la célèbre comédie Moun Koubaril. On va retrouver en Martinique les théâtres de Georges Mauvois ou Daniel Boukman, qui vont tenter de mettre sur le devant de la scène, de transposer sur scène, un certain nombre d'anomalies ou de problématiques provenant de l'histoire coloniale, provenant de l'assimilation, provenant de l'acculturation, afin de faire réfléchir la société et tenter d'offrir donc une scène, des acteurs à l'image du public. Enfin, les derniers mouvements, donc dans les années 90, à partir des fin des années 80, début des années 90, c'est l'épanouissement, l'efflorescence d'un corpus écrit par des autrices, dramaturges qui vont infléchir la manière d'aborder, du moins le rapport, ils vont infléchir le rapport du théâtre avec la vie, le rapport du théâtre avec le microcosme social. C'est vrai qu'on peut citer Ina Césaire, on peut citer Gérati Dambury, on peut citer Marie Scondé ou encore Simone Schwarzbart, qui vont, par les personnages de femmes, notamment que ces autrices vont mettre en scène, par un rapport à l'histoire beaucoup plus intimiste, vont tenter d'apporter un autre regard sur le théâtre, une autre approche une autre approche de la corrélation entre théâtre et la conscience sociale et la conscience populaire. Donc voici un peu, de manière nécessairement simplifiée et caricaturale, l'exercice obligeant ces simplifications, les grandes tendances ou les voies qui ont dessiné cette histoire du théâtre aux Antilles françaises. Je vous remercie.